Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à ce rendez-vous de l'industrie aéronautique organisé dans le respect des gestes barrières et de la distanciation physique imposée par le contexte sanitaire actuel, en compagnie des différents acteurs publics et privés du secteur. Nous allons revenir sur la genèse et l'envol de ce pan essentiel de l'économie marocaine. L'occasion également d'établir un bilan d'étape et de tirer les enseignements de cette année 2020 qui a été si particulière, une année de tous les défis qui a aussi été celle de l'innovation et de la résilience. Nous verrons ensemble comment cette activité de pointe parvient à tirer son épingle du jeu dans un contexte de crise économique et sanitaire mondiale, tout en se projetant d'ores et déjà vers l'avenir, un avenir qui s'annonce plus radieux et prometteur. Et tout de suite, nous accueillons à nos côtés Monsieur le ministre, Monsieur Moulay Hafid Al-Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique. Bienvenue. Et en notre compagnie également, Monsieur Karim Chir, président du GIMAS. Une première réaction, Monsieur le ministre, sur le regard que vous portez sur l'émergence puis l'accélération de ce secteur de l'industrie aéronautique au Maroc au cours de ces 20 dernières années. Merci, bienvenue à tous dans ce rendez-vous de l'industrie aéronautique. Nous sommes ravis de continuer à maintenir le contact malgré en effet cette pandémie. Et alhamdoulilah, le Maroc s'en sort très bien grâce à la vision de Sa Majesté, à ses orientations. En revenant au secteur aéronautique, la vision royale, depuis plus de 20 ans, a donné ses fruits au fil du temps. Nous avons vu que lorsque personne ne croyait à la capacité du royaume d'être un acteur dans le secteur aéronautique, eh bien, les opérateurs, avec la vision royale, se sont acharnés à créer ce secteur. Et puis, brique par brique, nous avons pu construire véritablement un secteur leader qui est une véritable locomotive de l'économie marocaine. En effet, lorsque vous existez dans le secteur aéronautique, peu importe le niveau de votre chiffre d'affaires et de votre contribution, le fait d'être un acteur dans ce domaine est déjà un privilège. Le Royaume du Maroc a su se hisser au fil des années comme un acteur crédible. Il joue en toute transparence et en toute clarté. Aujourd'hui, c'est très clair. Le Maroc joue dans la cour des grands et j'espère que nous allons le voir tout au long de cette rencontre. Effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet. On comprend à travers votre propos, Monsieur le ministre, que le Maroc est devenu une plateforme internationale. Au fil des années, le Royaume est donc devenu un acteur industriel incontournable et internationalement reconnu, comme le démontre la présence des géants mondiaux de l'aviation sur son territoire, à commencer par Boeing, dont je vous propose d'écouter le président et directeur général de la partie Commercial Airplanes, Monsieur Standil. On l'écoute et on revient. Chez Boeing, nous sommes très fiers de notre partenariat de longue date avec le Royaume du Maroc, une relation qui remonte à plus de 5 décennies. En 2001, nous avons œuvré ensemble afin d'établir l'un des premiers acteurs de l'industrie aéronautique marocaine. Nous nous sommes ainsi associés à Safran et à Royal Air Maroc pour créer Matisse Aerospace. Cette joint venture est en parfaite adéquation avec la vision audacieuse de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui cherche à positionner le Maroc comme un acteur mondial dans le secteur de l'aviation. Ce soutien fort et cet engagement sont les raisons qui expliquent le développement du secteur aéronautique marocain au cours des 20 dernières années, ce qui a permis de passer d'une dizaine d'entreprises à près de 140 et de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 1,7 milliard de dollars à l'export. Fort de notre engagement envers l'écosystème aéronautique au Maroc et vu la main-d'œuvre hautement qualifiée que le pays offre, nous avons conclu avec le Royaume un mémorandum d'entente en 2016. Ce mémorandum d'entente a été une grande réussite, étant donné que nous avons pu ajouter 11 fournisseurs, dont 2 qui fournissent Boeing. L'un de ces fournisseurs, TDM, est le premier fournisseur aéronautique à capitaux marocain, une grande réalisation dans l'industrie aéronautique, une industrie hautement compétitive. Ces premiers succès ont démontré que le Royaume du Maroc offre un excellent rapport qualité-prix et le distingue de bien d'autres pays. Nous pensons qu'ensemble,
ensemble, nous pouvons relever les défis de l'aviation mondiale et soutenir les objectifs de croissance à long terme du Maroc et de Boeing. Merci pour votre partenariat et nous aspirons à bâtir ensemble un avenir encore plus fort. Un autre grand nom qui a tenu à exprimer sa confiance envers le Maroc et sa plateforme industrielle dans le secteur aéronautique, c'est Safran, à travers son CEO Olivier Andriès. Écoutez. Bonjour à tous. Safran a fait le choix du Maroc depuis plus de 20 ans. Nous sommes fiers d'y employer plus de 3300 collaborateurs au sein de 8 implantations. Nous sommes aujourd'hui le premier acteur de l'aéronautique au Maroc et nous contribuons au développement de ce secteur stratégique pour le Royaume. Comme toute l'industrie aéronautique, nous traversons depuis un an une période de turbulence économique. Mais à aucun moment, nous ne nous sommes posé la question de ce choix stratégique. Alors, qu'est-ce qui fait la force du Maroc pour un groupe comme Safran ? C'est d'abord et avant tout la qualité de sa main-d'œuvre et de ses cadres de grands talents. C'est sa stratégie industrielle volontariste et son cadre favorable pour les investisseurs étrangers. C'est son infrastructure de qualité, c'est sa proximité avec l'Europe et avec la France, et c'est aussi le soutien constant dont nous disposons de la part des pouvoirs publics. Le Maroc, c'est un partenaire à haute valeur ajoutée dans la carte mondiale de nos implantations. C'est pourquoi nous y investissons activement dans la formation, en partenariat avec l'État marocain, avec les industriels et avec les universités. Qu'il s'agisse de l'Institut de formation au métier de l'aéronautique de Casablanca, que nous avons contribué à créer, ou bien nos accords avec des universités et des écoles d'ingénieurs marocaines. Vous l'aurez compris, nous voulons accompagner la montée en gamme de l'industrie aéronautique marocaine. Notre histoire avec le Maroc, c'est celle d'un partenariat de long terme. Merci. Partenariat de long terme, le Maroc est un partenaire à haute valeur ajoutée, disait le patron de Safran, monsieur le ministre. On comprend à travers ces témoignages que ce qui fait la force du Maroc, ce sont notamment ses compétences de pointe et cela attire de nombreux opérateurs. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Safran fabrique évidemment des réacteurs d'avion, ce qui est le plus complexe que l'on trouve dans le monde de l'industrie. Et Safran fabrique des pièces moteurs au Maroc. Je pense que l'aéronautique, le secteur aéronautique marocain est une véritable vitrine de compétences de nos ingénieurs, de nos techniciens supérieurs qui font un travail remarquable. Alors, le Maroc est aujourd'hui, comme chacun sait, à 140, plus de 140, on parle de 142 aujourd'hui, entreprises dans le secteur aéronautique. Vous y retrouvez Boeing, Airbus, les grands, Safran dont on vient de parler, Excel, et nous verrons probablement, qui fabrique du matériau composite, et puis Spirit, qui est le nouveau Bombardier. Comme chacun sait, Bombardier, on s'est peut-être un peu précipité en considérant que Bombardier avait disparu. Bombardier au Maroc a été repris par un leader mondial, un grand du monde de l'aéronautique qui est Spirit. Et nous avons, comme ça a été dit, une véritable montée en gamme dans ce secteur. C'est un élément essentiel. Je dirais même que chaque avion commercial qui vole dans le ciel de notre planète porte en lui au moins une pièce usinée au Maroc. Je répète, ma conviction, c'est que nous avons une présence dans tous les avions qui volent dans le monde. Et ça, c'est un élément essentiel, je crois que pour nous, Marocains, on pourrait en être fiers. Cette vision, cet acharnement des opérateurs, cette montée en gamme, ce travail au quotidien, sans relâche, donne des résultats et nous avons le droit de nous arrêter une fois par an pour être fiers et le lendemain, on se retroussera les manches pour aller encore plus loin. Vous citiez effectivement Airbus qui produit plusieurs de ces pièces au Maroc et je vous propose justement d'écouter son président Airbus, donc Middle East and Africa, Mikhail Ouari, et on revient. Nous sommes très fiers de notre partenariat avec le Maroc et des relations que nous entretenons avec le Royaume qui a toujours joué et continuera à jouer un rôle important dans le développement de l'industrie aéronautique du continent africain. Airbus est un pionnier de l'industrie aéronautique au Maroc puisque nous avons été parmi les premières entreprises à investir dans l'industrie aérospatiale marocaine.
Airbus est un partenaire industriel important du Maroc, notamment par le biais de notre filiale Stelia Aerospace. Le pays produit des pièces pour tous les programmes d'Airbus, y compris l'A320, l'A330, l'A350 et même l'A400M. Pour faire simple, il y a du Made in Morocco dans toutes nos familles d'avions. Airbus au Maroc, c'est aussi tout un écosystème de fournisseurs et partenaires d'Airbus installés au Maroc et dont Airbus est le principal donneur d'ordre. Un écosystème qui soutient des milliers d'emplois qualifiés directs et indirects dans le pays et génère des recettes d'exportation cruciales pour l'industrie locale et toute l'économie du Maroc. L'aérospatiale est un catalyseur de croissance sociale et économique et j'aimerais profiter de cette occasion pour saluer les efforts du gouvernement en ce sens. En effet, l'investissement continu du gouvernement marocain dans ce secteur témoigne de son ambition de promouvoir le commerce, la création d'emplois et le développement des compétences. Chez Airbus, nous sommes pleinement engagés à continuer de bâtir cette industrie pour un futur prospère et mutuellement bénéfique avec le Maroc. On a donc donné la parole aux géants de l'aéronautique qui nous ont témoigné de leur intérêt pour l'industrie marocaine dans leur secteur de pointe. On va maintenant dresser un état des lieux. On se retrouve tout de suite. Alors, où en est le secteur de l'aéronautique au Maroc en ce début 2021? Pour répondre à cette question, nous ont rejoint sur le plateau Afaf Saidi. Bienvenue, vous êtes directrice de l'aéronautique. À vos côtés, Zahira Bouaouda, vous êtes directrice générale de Matisse. Et avec nous, dans le public, juste derrière moi, Monsieur Ali Sdekhi, directeur général de l'industrie. Et c'est à vous que je vais m'adresser pour commencer. Dites-nous quels ont été le rôle et les apports du plan d'accélération industrielle dans le secteur aéronautique tel qu'on le connaît aujourd'hui dans le Royaume. Le plan d'accélération industrielle 2014-2020 vient en complément des autres stratégies industrielles qui l'ont précédé. Il y a un point d'inflexion majeur au niveau de la stratégie d'accélération industrielle qui est la qualité du partenariat public-privé, qui a été qui a permis une impulsion au niveau de la création d'écosystèmes performants. Alors ces écosystèmes performants, c'est une structuration d'un tissu industriel en cohérence avec les enjeux de ces différentes filières, qui permet la densification des chaînes de valeur et l'identification des chaînons qui sont des chaînons manquants dans les industries. Dans le cas de l'aéronautique, l'exercice de structuration en écosystème se prêtait très bien aux enjeux de ce secteur-là. Nous avions une première croissance qui était une croissance par opportunité, qui a permis de créer une masse critique d'opérateurs économiques. Et ce qu'a permis le plan d'accélération industrielle, c'est justement de créer de la cohérence autour de ce secteur en créant plusieurs écosystèmes performants. Nous avons à date 5 écosystèmes qui ont été initiés aux côtés du secteur privé, de la Fédération professionnelle du GIMAS, l'assemblage, qui correspond à toutes les parties structures de l'avion et les pièces qui sont usinées, l'écosystème EWIS, qui est un écosystème qui est celui de la fabrication électronique et des systèmes interconnectés, l'écosystème MRO, qui est celui de la maintenance, qui est particulièrement important et porteur, on y reviendra, et l'écosystème ingénierie, qui est le liant de ces différents écosystèmes et dont on ne peut pas faire l'économie pour développer ce type de secteur à fort contenu technologique. Le dernier écosystème, et tout particulier, c'est l'écosystème Boeing qui a été lancé devant Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en 2016 et qui est venu confirmer la maturité de la plateforme industrielle marocaine. Aujourd'hui, grâce à ces 5 écosystèmes et la consécration de l'écosystème Boeing en 2016, nous sommes positionnés stratégiquement au niveau des chaînes de valeur internationales, à la fois auprès de nos partenaires européens, qui sont nos partenaires historiques, mais également des États-Unis, qui ont une forte collaboration avec la supply chain qui est en Asie et en Asie du Sud-Est,
ce qui nous met maintenant au cœur des échanges internationaux et qui nous permet de disposer d'une plateforme aéronautique mature technologiquement. Merci Ali Siddiqui, directeur général de l'industrie. Je me tourne vers vous, Afef Saidi. Comment s'est traduite cette structuration justement du secteur aéronautique et quels sont les indicateurs clés que l'on peut faire ressortir? La dynamique des écosystèmes créés dans le cadre du plan d'accélération industrielle, le secteur aéronautique marocain a pu attirer de nouveaux acteurs, diversifier les métiers et les spécialisations et surtout densifier la chaîne de valeur locale. Donc le Royaume dispose de plus de 8 familles de capacités de production, dont le câblage, la maintenance aéronautique, l'aérostructure, les équipements aéronautiques, l'usinage de précision, le traitement de surface, le travail du métal ou encore l'ingénierie aéronautique. L'ingénierie aéronautique qui s'est développée en support des métiers de production et qui a permis une vraie montée en gamme du secteur. Donc les 5 écosystèmes mis en place mettent en cohérence ces familles de production pour créer des ensembles de production efficients. Donc l'avion qui est devant vous illustre parfaitement la diversité et la multitude des pièces qui sont produites au Maroc, sachant que 70% de ces pièces-là sont produites en monosource. En termes de bilan, et en 4 ans de mise en œuvre, le plan d'accélération industrielle a enregistré de belles réalisations. Donc, le chiffre d'affaires à l'export a augmenté de plus de 88% par rapport à 2015. Donc, on est passé de 0,9 milliards de dollars à 1,7 milliard de dollars en 2019. Le plan d'accélération industrielle a permis également de générer de plus de 75% d'emplois créés en 15 ans. Donc, nous sommes passés de 10 000 emplois en 2015 à 17 500 emplois en 2019. Avec une grande représentativité de femmes, donc 40% de l'emploi du secteur sont des femmes. Pendant cette période 2015-2019, 42 entreprises ont été créées. Et enfin, en termes d'intégration locale, le taux d'intégration locale a plus que doublé. Donc, il est passé de 17% en 2015, lors du démarrage du PAI, à 38% en 2019, sachant que ce taux d'intégration, donc nous avons largement dépassé l'objectif qu'on s'est assigné dans le cadre du PAI, qui était de 35% en fin 2020. Merci à Afef Saidi pour toutes ces précisions. Monsieur le ministre, je me tourne vers vous. On a vu ces données, ça s'arrête à 2019. Forcément, la question se pose pour 2020, année de crise, de toutes les crises, pourrait-on dire. Comment s'est positionné, s'est situé le secteur aéronautique au cours de l'année qui vient de s'écouler? Alors, nous avons eu le plaisir et le bonheur de découvrir que 2020 a été une année au niveau mondial très difficile, mais au Maroc, nous avons encaissé le coup et amorti le choc. Alors, concernant l'intégration locale, nous avions un objectif, comme AFF a pu le présenter, de 35% au niveau du plan d'accélération industrielle, et nous avons atteint 38% l'an dernier. Alors ça, c'est pour le taux d'intégration locale, et c'est important, parce que vous imaginez que vous fabriquez 38% d'un avion complet. C'est assez rare, et je dois vous dire que les pays très développés en font beaucoup moins, parce qu'ils sous-traitent partout, et les pays moins développés en font aussi souvent moins, parce qu'ils ne font qu'une partie de ces avions. Parce qu'ils n'ont pas l'expertise pour pouvoir produire localement sur place les différentes pièces requises. Absolument. Chacun, si vous voulez, a sa stratégie propre. Le Maroc a une stratégie qui est double, qui est une capacité de fabriquer des pièces et de faire du montage d'ensemble plus complexe. Concernant les entreprises, nous avons vu dans le monde qu'il y a eu plein d'entreprises qui ont été en banqueroute, qui ont eu des problèmes, qui ont fermé. Au Maroc, nous avons 142 entreprises et nous sommes toujours à 142 entreprises, donc aucune de nos usines n'a eu de problème ou n'a été fermée dans la période de la pandémie. Alors si on regarde plus loin, au niveau des emplois, nous avons eu 10% de perte d'emplois dans ce secteur, lorsqu'au niveau mondial, nous sommes à plus de 43% de perte. Alors, nous avons pris les chiffres les plus bas qui nous sont présentés au niveau mondial. Nous avons des chiffres à 50% et plus de 50%,
mais le chiffre le plus bas qui a été présenté à l'international est une perte de 43%. Le Maroc n'a perdu que 10%. Quant aux revenus, c'est-à-dire le chiffre d'affaires à l'export, nous avons une baisse de 29% sur l'année 2020, alors qu'au niveau mondial, il y a eu une baisse de 50%. Alors, j'aime bien dire ça, quand je me regarde, je me désole. Sur la partie droite, nous avons une petite perte de nombre de personnes et nous avons une perte de chiffre d'affaires. Et quand je me compare, quand je regarde la variation mondiale, eh bien, je me console. Nous avons une perte de 43% du personnel et de 50% du chiffre d'affaires. Maintenant, les perspectives sont extrêmement intéressantes. Ce qui est fondamental dans cette période de pandémie, parce qu'il faut savoir que le secteur aéronautique a été frappé de plein fouet. Lorsque les avions sont cloués au sol, il y a plusieurs effets. Premier effet, c'est que les achats d'avions se calment. Vous n'achetez pas des avions alors que vous en avez plusieurs qui sont cloués au sol. Deuxièmement, ces avions ne volant plus, ne consomment plus de pièces détachées pour de la maintenance et des pièces qui sont usées. Donc, qui fait qu'au niveau mondial, cet arrêt d'échange a eu un impact frontal sur l'activité au niveau de l'ensemble du secteur. Eh bien, le Maroc a été résilient et dans cette période de pandémie, nous avons reçu des investisseurs internationaux avec lesquels nous avons avancé sur des extensions de leurs usines, sur des extensions de leurs investissements, ce qui veut dire que le Maroc est en mesure, c'est ma lecture et ma conviction, le Maroc est en mesure de sortir de cette crise dans le secteur aéronautique encore plus fort qu'il n'est rentré. Voilà la conviction que nous avons aujourd'hui. Je crois qu'elle est partagée par les opérateurs économiques. Nous passons tous une période difficile, mais nous voyons le bout du tunnel et nous commençons à percevoir des gens, des opérateurs qui veulent optimiser leurs investissements et qui pensent au Maroc avant de penser à rien. Et si on fait une analogie, c'est d'une certaine manière garder assez d'élan pour pouvoir redécoller au plus vite. Sans jeu de mots, absolument. Sans jeu de mots. Donnons la parole justement à un de ces opérateurs qui a vécu cette année 2020 et qui s'inscrit forcément dans cette dynamique-là du secteur aéronautique marocain. Madame Zahira Bouaouda, vous êtes directrice générale de Matisse. Parlez-nous un peu de l'activité de votre entreprise au Maroc, qui a vu le jour il y a 20 ans et qui symbolise d'une certaine manière l'intérêt de ces géants du secteur aéronautique pour l'expertise marocaine en la matière. En effet, Wadia, la société Matisse Aerospace a été créée en 2001 par deux grands géants de l'aéronautique, à savoir Boeing et Safran, comme l'a dit Stanley. Et par sa création, on a marqué le démarrage du secteur de l'industrie aéronautique au Maroc. Aujourd'hui, nous fabriquons des câblages électriques pour le compte des avionneurs comme Boeing, Airbus et Dassault, destinés aux avions. Mais nous fabriquons également des câblages destinés aux moteurs d'avion pour le compte de Safran. À travers les années et grâce au support de nos partenaires étrangers et des institutionnels marocains, nous avons pu développer une excellence opérationnelle qui nous a permis d'être reconnus par nos fournisseurs et de figurer parmi reconnus par nos clients et figurer parmi leurs fournisseurs les plus importants, avec une reconnaissance telle de notre performance en matière de qualité et de livraison dans les délais. Cette performance, nous la devons aussi à notre capital humain marocain, qui a su développer une expertise et une autonomie en matière d'ingénierie et d'industrialisation, et ce qui constitue une grande fierté pour l'industrie marocaine. Notre réussite est portée aujourd'hui par des équipes marocaines jeunes et talentueuses, très engagée, et qui est marquée aujourd'hui par une forte présence féminine sur les différentes fonctions, mais aussi sur les différents niveaux organisationnels de la société. Et aujourd'hui, je suis très fière d'être à la tête d'une entreprise qui a su contribuer au développement du secteur aéronautique au Maroc, et aussi qui œuvre pour la promotion des jeunes talents marocains, femmes et hommes. Et on le verra effectivement un peu plus tard au cours de nos différents échanges. Voilà pour cet état des lieux. Je vous propose maintenant d'aborder les mesures phares qui ont permis au secteur aéronautique de se développer de manière exponentielle au Maroc. Et on revient tout de suite avec nos invités.
Alors, parmi ces mesures phares, il y a bien évidemment les partenariats publics-privés, les compétences, les talents, ça a déjà été dit, et également l'investissement sur les infrastructures. Avec nous sur le plateau, toujours Monsieur le Ministre, également Karim Chir, président du GIMAS, et nous a rejoint c'est Hamid Benbrahim, notamment président de l'IMA et du MidPark. Une première question sur ces partenariats publics-privés, c'est Karim Chir. C'est l'une des clés du succès que connaît le secteur aéronautique marocain. Comment est-ce que ça se matérialise concrètement sur le terrain? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le partenariat parce que c'est un travail de tous les jours. Mais je commencerai par dire que la vision claire est partagée, Monsieur le ministre l'a rappelé, une ambition commune entre les professionnels du GIMAS et le ministère de l'Industrie. C'est cette vision et cette ambition qui nous ont permis d'intégrer aussi rapidement le cercle fermé des opérateurs mondiaux de l'aéronautique. Le Maroc a été, dès le départ, dans une stratégie de développement industriel et non pas de la délocalisation. D'ailleurs, c'est un modèle qui ne marche pas pour l'aéronautique, avec des infrastructures de très grande qualité. On a parlé des ressources humaines bien formées et ceci a permis à l'écosystème aéronautique d'intégrer, je dirais, l'échiquier mondial au niveau de sa production et au niveau de ses performances. Le plan d'accélération industrielle, c'est-à-dire on a parlé, ça a toujours été notre fil d'Ariane depuis le début, parce que ce plan d'accélération, il émane d'un travail de fond qui a été fait avec les professionnels, avec les équipes du ministère de l'Industrie, et ça a donné la logique des écosystèmes structurants. Ça nous a fait beaucoup de bien de structurer nos écosystèmes. Aujourd'hui, les chiffres sont là, parce qu'on avait fixé de part et d'autre des engagements, des objectifs à atteindre, et aujourd'hui, force est de constater que nous avons dépassé ces objectifs, mais on aura encore des nouveaux objectifs une fois qu'on sortira de cette pandémie. Le partenariat, il va au-delà de ça. Nous avons, je peux vous donner des messages de réussite à ne plus finir, mais les messages les plus importants, ce sont nos industriels et nos clients qui le font pour nous. Donc aujourd'hui, le Maroc est une plateforme aéronautique connue et reconnue mondialement. Et ça donne, si vous voulez, un environnement propice à l'investissement. Les industriels peuvent se projeter sereinement dans l'avenir. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés à la fois pour nos actions de promotion et de communication sur notre secteur, même si on est connu, d'ailleurs on est présent dans tous les salons internationaux de grande taille, avec notre partenaire qui est une agence du ministère qui est l'AMDIE, qui nous accompagne. Nous accompagnons également nos industriels, notamment les PME-PMI, à la performance et à l'excellence aéronautique, avec les programmes de Maroc PME, qui là aussi est une agence du ministère de l'Industrie. Mais au-delà de ça, il faudrait que l'environnement extérieur à nos usines soit maîtrisé. Parce qu'une plateforme aéronautique, elle est jugée sur la qualité de ses produits, la qualité de ses ressources, les livraisons à temps. Et aujourd'hui, elle est jugée également sur le système de logistique et douanier. Vous savez que nos camions, juste pour vous illustrer la fluidité du système, il y a des camions qui partent de Casablanca le vendredi soir. Les pièces de notre production marocaine sont sur les chaînes d'assemblage à Toulouse le lundi matin. Je ne vous parle pas du fret aérien. Les pièces peuvent arriver dans une journée en Europe et aux États-Unis. Donc voilà l'exemple d'un partenariat qui est global. C'est un travail de tous les jours. Je reconnais, d'ailleurs, on appelle ça le Team Maroc, Aéro Team Maroc. C'est une équipe qui gagne et nous continuerons à gagner. On ne lâchera rien et je suis certain qu'il y a encore de très très belles choses à faire. Et on se prépare aujourd'hui, on redouble d'efforts pour être prêt parce que la reprise, elle risque d'être très très forte. Donc on s'y prépare déjà. Et imminente, a priori, être prêt également sur le terrain de la formation. Je me tourne vers vous, Hamid Benbrahim, vous êtes président de l'Institut des métiers de l'aéronautique, l'IMA. C'est un aspect essentiel, la formation. Comment est-ce que l'IMA que vous présidez, justement, se permet de répondre aux besoins en compétences du secteur? Je pense qu'au préalable,
quand on s'engage dans une aventure pareille, il faut se poser la question de la nature de l'industrie. Il faut se poser la question des besoins de l'industrie et comment le Maroc peut y répondre d'une façon durable, soutenable. Nous sommes dans une industrie du temps long. Ça coïncide avec la vision de Sa Majesté et c'est l'un des chantiers du souverain. Et c'est une industrie dont l'ADN, c'est l'innovation et les talents. Les industriels, quand ils s'implantent au Maroc, quand ils viennent s'implanter au Maroc, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de talent et ils ont besoin des meilleures conditions possibles pour s'implanter rapidement. Donc, nous avons développé cette mesure phare qui s'appelle l'IMA, qui est, je dirais, existentielle pour la pérennité de l'industrie aéronautique. Et c'est un travail, un partenariat exemplaire de rupture entre les industriels et les ministères de l'industrie, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation pour créer un institut qui n'est pas un énième centre de formation, mais qui est une fabrique de compétences. Et en plus de compétences, c'est un booster de valeur, de manière à ce que les jeunes qui travaillent dans cet institut soient au même niveau de compétences et au même niveau de valeur que ceux qui travaillent dans l'aéronautique dans le monde entier. Et c'est en même temps aussi un facilitateur qui répond aux besoins différents des industriels, pas uniquement dans l'aéronautique, mais dans toutes les industries connexes à l'aéronautique. On apporte des solutions. Nous ne sommes pas dans une industrie de main-d'œuvre. Nous sommes dans une industrie de haute valeur ajoutée et qui s'est bonifiée avec le temps. Et l'IMA fait partie du dispositif global de l'aéronautique. Elle est immergée dans les écosystèmes. Elle répond aux besoins. C'est un peu un tailleur sur mesure. Elle répond aux besoins des industriels. Et un industriel qui s'implante aujourd'hui, dans 5-6 ans, il a d'autres besoins parce qu'il a une montée en compétences. Et donc ça implique une adaptation également des enseignements au sein de l'Institut. Ça implique une adaptation, ça implique comme dans l'aéronautique, c'est un processus sans fin de qualité, d'amélioration. Et c'est en même temps, nous avons des partenariats avec le système universitaire, notamment avec l'Université Euroméditerranée de Fès, avec l'Université Polytechnique Mohamed VI, avec qui nous avons encore signé récemment un accord dans le middle management. Et c'est un effort permanent de permettre aux ressources humaines d'être en phase avec cette montée en compétences qui a été évoquée tout à l'heure par les équipes du Monsieur le Ministre. Alors, les jeunes talents dont vous parlez, on en a une représentante. Elle est avec nous dans le public. On va l'écouter tout de suite. Elle s'appelle Asma Oussous. Bienvenue. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous d'effectuer votre formation au sein de l'IMA? Et pourquoi ce choix, finalement? Bonjour. Déjà, après mon bac et mon diplôme, je me suis présentée à l'Institut des métiers de l'aéronautique et grâce à l'IMA, j'ai intégré le secteur aéronautique, ce secteur qui me rend fière et ce secteur qui me passionne et qui m'intéresse. Et aussi, grâce à la formation d'IMA, j'ai acquis des compétences et du savoir sur le plan technique, le savoir-faire, et sur le plan personnel, le savoir-être, tel que j'ai pris des valeurs, la rigueur, la transparence, la traçabilité, la précision, beaucoup de valeurs qui appartiennent au secteur aéronautique et aussi qui font partie de ma vie au quotidien. Et aussi, dès que j'ai pris connaissance de la mise en place d'un nouveau système à IMA, nouvelle opportunité, j'ai décidé de revenir encore à l'IMA pour bénéficier de cette formation, pour me perfectionner et aussi pour aller plus loin dans ma carrière, parce que grâce à l'aéronautique, je construis mon avenir et j'ai un grand avenir parce que je crois infiniment au secteur aéronautique et à son développement au Maroc.
Merci d'avoir partagé avec nous ce dynamisme et ces applaudissements sont largement mérités. Je reviens vers vous, c'est Hamid Brahim, puisque vous êtes également président du Mid-Parc. Alors ce parc industriel, c'est un levier essentiel pour le développement des activités aéronautiques dans le royaume et à l'attention donc de ces grands opérateurs internationaux qui s'installent dans notre pays. C'est même un dispositif propre au Maroc. Quelles en sont les caractéristiques? Bien, Mid-Parc est incontestablement l'une des conditions de réussite du développement actuel, puisqu'il est au cœur du pôle, du cluster aéronautique marocain. Ce que nous avons fait, c'est, encore une fois, répondre aux besoins des industriels. De quoi ils ont besoin? Ils ont besoin, d'opérer rapidement, parce qu'un industriel va mettre 5, 6 ans, 10 ans quelquefois. J'en connais un qui a mis 17 ans pour décider de venir au Maroc. Et une fois qu'il a décidé de venir, il faut immédiatement qu'il puisse travailler. Alors, on a mis en place, avec l'État, avec un partenariat d'exception et de qualité avec la Caisse de dépôt et de gestion, une plateforme industrielle intégrée qui est dédiée à l'aéronautique et aux industries connexes. Alors, le business model, c'est quoi? C'est avoir des acteurs majeurs, lourds, comme Spirit, comme Stelia, comme Excel et d'autres, qui s'implantent et qui attirent autour d'eux une myriade de sous-traitants. C'est comme un paquebot amiral avec autour de lui toute une flottille. Alors, les gros, les industriels de grande taille, ils acquièrent le terrain avec Mid-Parc, ils construisent, et Mid-Parc les accompagne en termes de MOD, et les PME qui n'ont pas de moyens pour mettre leurs ressources dans le terrain ou dans la construction et qui se focalisent sur leur cœur de métier, eh bien, c'est Mid-Parc qui va acquérir le terrain, qui va lever les fonds et qui va construire pour eux et qui va leur louer. Et l'ensemble, dans un parc d'excellence, très haute valeur architecturale, nous avons une maîtrise dure sur la partie architecturale puisque nous la contrôlons entièrement et nous accompagnons ces industriels. Nous sommes aussi le facilitateur. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que pendant qu'ils commencent à travailler dans des ateliers relais, ce qui est un cas unique au Maroc, ils forment leurs compétences à Lima en traversant la route et en même temps, on va construire pour eux. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, le parc, la réussite du parc, elle se manifeste par les grands noms qui sont présents, comme Stelia, filiale d'Airbus, comme Excel, premier leader mondial dans le matériel composite, comme Spirit, qui est le premier acteur mondial dans l'aérostructure, et d'autres. Nous sommes aussi présents dans la fibre optique, nous sommes présents au niveau de Mid-Parc, dans tout ce qui est électronique imprimée, qui est un secteur aussi d'avenir. Alors, si vous me permettez une conclusion. Si aujourd'hui, nous fêtons les 20 années de l'aéronautique et la réussite d'une expérience, il faut se poser la question, quelle est la recette? Quelle est la recette gagnante? Et pourquoi pas ne pas la partager? La recette gagnante aujourd'hui, c'est que nous avons su travailler ensemble. Et quand je dis ensemble, État avec ses composantes, ministère de l'Industrie, la formation professionnelle, les différentes directions du ministère des Finances, la Caisse de dépôt et de gestion, on a pu travailler ensemble pour bâtir un projet. Et un projet qui dépasse une personne, qui est un projet de règne. Et nous avons travaillé ensemble dans la confiance, dans la qualité. Et ce qui est intéressant, est important, c'est que progressivement, on a gagné en compétences, on a gagné en savoir-faire, on a gagné en compatibilité culturelle avec les exigences de ce métier. Et je voudrais ici rendre hommage à l'ensemble des jeunes, l'ensemble des jeunes qui travaillent dans ce secteur, qui sont autour de 17-18 000 aujourd'hui, comme la jeune femme que vous avez vue, et qui, grâce à eux, et qui délivrent tous les jours, et c'est ça notre fierté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ben Brahim. Alors, on va passer maintenant à l'opérationnel, avec la stratégie de mise en œuvre et l'importance accordée à l'intégration, à la diversification et au déploiement de nouveaux écosystèmes. Ces stratégies
elles portent leurs fruits et elles attirent de nouveaux grands noms de l'aéronautique, à l'image de Spirit, qui a décidé de poursuivre sur la lancée de Bombardier, qu'il a racheté. Écoutez à ce propos le vice-président de Spirit Aerosystems, M. Scott McLarty. Et on revient. Bonjour, je m'appelle Scott McLarty et je suis le vice-président senior de Spirit Aerosystems. Spirit Aerosystems est l'un des plus grands fournisseurs d'aérostructures au monde. Numéro 1 pour Boeing, pour Airbus, nous couvrons la défense et les services après-vente. Récemment, nous avons augmenté notre empreinte mondiale en acquérant des sites au Maroc. Notre site Spirit Casablanca est stratégiquement important pour nous. Il apporte une base de coûts très compétitive, une main-d'œuvre très qualifiée, il nous donne accès à un écosystème très solide et il est idéalement situé logistiquement pour nos clients au Royaume-Uni et en Europe et également pour d'autres destinations à travers le monde. Il s'agit pour nous d'une connexion particulièrement stratégique qui nous permettra de nous développer davantage au Maroc et de développer nos relations avec l'écosystème. Je recommande fortement d'investir au Maroc. Le gouvernement nous a constamment appuyés, il a toujours été là pour nous et nous aider à atteindre nos objectifs stratégiques. J'ai hâte de rencontrer beaucoup d'entre vous pour faire des affaires dans l'écosystème marocain dans les mois et années à venir. Alors, nous avons été rejoints sur le plateau par Monsieur Stéphane Or, vous êtes directeur général de Spirit Maroc, ainsi que Houda Farah, vous êtes directrice associée à Enigma. Nous écouterons également dans un instant Monsieur Raouf Moustahsin, gérant FOA rattaché au groupe We Are. Avant cela, je me retourne vers vous, Monsieur le Ministre, pour que vous nous expliquiez vraiment, on a eu un peu quelques éléments de cette recette du succès de l'aéronautique, mais ces atouts qui permettent au Maroc d'être encore et toujours, malgré le contexte de crise de 2020, dans les radars des avionneurs internationaux. Alors il faut savoir que ce secteur-là, le combat ne se passe pas sur le coût d'abord. Le combat est sur la qualité et sur les délais en premier lieu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la capacité de produire dans le secteur aéronautique des pièces usinées avec une qualité internationale reconnue, extrêmement exigeante. Il y a vraiment c'est des process extrêmement lourds de certification. Eh bien, vous ne pouvez pas rentrer dans ce cercle fermé que sont le monde de l'aéronautique. Qu'est le monde aéronautique? Eh bien, le Maroc a réussi, comme ça a été présenté depuis tout à l'heure, pendant ces 20 dernières années, pas à pas, à s'introduire dans ce cercle très fermé. Alors, concernant la qualité, la formation est un élément essentiel. La ressource humaine est le cœur du dispositif. Et comme ça a été présenté, nous avons mis l'accent fortement depuis plusieurs années sur la formation. Et nous sommes montés en compétences au fil du temps et réussi à mettre en exergue la qualité de la ressource marocaine, de nos jeunes femmes et hommes marocains capables d'être en première ligne et de donner ces résultats. Et enfin, vous avez les accords que nous passons avec un certain nombre de partenaires de grands noms où l'État fait un effort d'accompagnement de ces installations. D'abord, vous savez qu'au tout début, aux années 2000, il y a eu la création de Matisse entre Boeing et Royal Air Maroc, avec un accompagnement marocain, national. Et au fil du temps, nous avons vu fleurir autour de nous un certain nombre d'industries de ce secteur-là. Avec l'arrivée aussi de Bombardier, qui est aujourd'hui Spirit, et nous sommes ravis, je félicite nos amis qui ont intervenu et ici présents, mais nous avons aussi, autour de ces écosystèmes qui ont été mis en place, avec une démarche très structurée, où vous avez des locomotives dans ces écosystèmes et, comme Simon Brahim l'a dit, une myriade ou une flottille d'entreprises qui accompagnent. Alors, je crois que le Maroc, en toute clarté, a gagné ses lettres de noblesse dans ce secteur, est aujourd'hui un player, on ne peut pas dire incontournable, mais comme vous avez pu entendre, chaque avion qui vole a au moins une pièce usinée au Maroc. Eh bien, le Royaume du Maroc est désormais un player crédible, long terme, capable de jouer pleinement. Et l'avenir est ouvert devant nous, parce que tout ce qui a été construit pas à pas, parce que c'est un secteur où les décisions se prennent sur des dizaines d'années,
Lorsque vous avez un contrat aéronautique, c'est pour 20 ans. Ça ne change pas du jour au lendemain. Donc ça prend du temps pour que la sauce prenne. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes parmi ces players mondiaux et nous aspirons à aller bien au-delà. Nous n'allons pas nous arrêter là. Alors, je propose, Monsieur le ministre, de donner la parole à l'un de ces industriels que vous évoquiez, en l'occurrence Monsieur Raouf Moustahsine. Vous êtes derrière moi, gérant FOA et rattaché au groupe WeOr. Pour vous, le mot-clé, c'est intégration. Expliquez-nous. Bonjour, Raouf Moustahsine, je suis le directeur général de la société FOA. Donc, le parcours me rappelle 2006. C'est une année avec laquelle j'ai pu mettre en place une entreprise de 2 personnes. Cette entreprise-là, c'était à l'époque, le secteur, il était opaque et ferme. Donc, pour que je puisse intégrer, il fallait montrer tout le professionnalisme et une plus-value. Et en 2013, on a monté en compétences et on était 60 personnes. En 2020, on est 100 personnes. On a intégré 5 cœurs de métier, l'assemblage, le traitement de surface, la chaudronnerie, et en plus, on a commencé à fabriquer des lignes de traitement de surface. C'est-à-dire, on peut l'étude, la fabrication et l'accompagnement des entreprises qui opèrent dans le traitement de surface. Voilà. Merci Raouf Moustahsine. Je me tourne vers vous, Stéphane Or, directeur général de Spirit Maroc. Intégration également, pour vous, c'est important. Et vous avez aussi misé sur le savoir-faire pointu disponible au Maroc. Et je vous laisse répondre en anglais. Oui, je vais parler en anglais aujourd'hui. C'est une question qui nous a été posée. Pourquoi Spirit s'est vraiment enthousiasmé pour reprendre Bombardier? Et vraiment, je suis ravi d'être au Maroc depuis 7 ans et voir tout le progrès que nous avons réalisé avec l'écosystème. Alors, je vais répondre à la question à la fin. Nous avons été enthousiastes non pas uniquement pour reprendre Bombardier, mais également pour s'élargir. Et ceci s'explique par le partenariat fort que nous avons avec le ministère, avec Ali et Madame Afef. Ce partenariat n'a jamais failli pendant les 7 ans que nous avons passés au Maroc. Et en plus, nous avons des organisations telles que JIMAS, avec Monsieur Karim, qui regroupe tous les fournisseurs locaux au Maroc, les 142 entreprises. Et JIMAS travaille avec nous et avec les autres pour gagner en compétitivité. Hamid a évoqué l'Institut IMA et effectivement, nous leur avons dit, nous voulons élargir le site, pouvez-vous nous fournir le personnel qualifié? La réponse a été catégoriquement oui, en effet. Ils ont été des gens fantastiques, ils forment les jeunes et nous aspirons à développer l'aspect management également. Et c'est une bonne chose. Et puis, il y a les autres personnes qui ont pris la parole, les fournisseurs locaux et nous allons sous-traiter au moins 40% de ce que nous fabriquons et que cela soit fait localement. C'est du bon sens. Cela nous permet d'être compétitifs sur les prix. Et ensuite, il y a l'aspect employé. Et les employés qui ont rejoint la société ont réalisé du progrès. Comme cela a été dit par les participants, cela a été fantastique en effet. À part moi-même, tout le personnel est marocain. Nous avons une grande usine qui fait partie de notre effort d'accélération. Nous venons donc de réaliser une extension de 15 000 mètres carrés et nous l'avons fait non pas pour laisser cet espace vide, mais pour le remplir. Et pour répondre à votre question, pourquoi Spirit a décidé de reprendre Bombardier et élargir notre site, la question est simple. Ceci va nous rendre plus compétitifs sur la scène mondiale. Réaction, Monsieur le Ministre. Je suis ravi d'écouter ça parce que, si mes souvenirs sont bons, on avait considéré, les médias un peu avaient considéré que c'était la fin de Bombardier au Maroc et c'était la fin de l'histoire de l'aéronautique au Maroc. Or, ce que je comprends bien, c'est que Spirit a repris Bombardier
et a décidé de doubler la capacité au Maroc. Donc, tripler. Yes? Tripler, pardon. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, vous êtes encore plus agressif. Donc, de passer d'une fermeture potentielle à un environnement où on triple, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, dans ce type d'activité, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il faut travailler beaucoup et il faut parler peu. Il faut mettre les plans sur la comète en veilleuse parce que ça a été compliqué et nous n'avons pas été aidés par tous le bruitage qu'il y a eu sur le marché en expliquant que cette compagnie était en train de disparaître parce que nous leur avons créé des problèmes. Nous, vous voyez, je parle en général, tous ceux qui ont bavardé de façon négative sur Bombardier ont créé des problèmes de perturbation au sein du personnel qui ne savaient plus s'ils allaient continuer ou pas. Eh bien, aujourd'hui, la démonstration est faite. Spirit reprend, continue et triple l'usine. Voilà ce que je retiens de cette belle expérience. Et c'est un indicateur fort pour l'avenir, on va l'évoquer dans un instant. Houda Farah, directrice associée d'Enjima, qui dit savoir-faire pointu, dit aussi, et on l'a bien compris, c'est martelé, ressources humaines de qualité, c'est vraiment le cœur du réacteur. En effet, Enjima, c'est la contraction d'Enji, donc qui vient d'engineering et qui reflète notre passion pour l'ingénierie, et MA, Maroc, qui reflète notre passion pour le Maroc. Avant de présenter Enjima en tant que société d'ingénierie dans les secteurs aéronautiques et automobiles, Enjima, c'est d'abord une histoire de personnes passionnées et de parcours passionnants. Arafa, Hicham, Si Mohamed et moi-même sommes 4 ingénieurs issus de l'École nationale supérieure des arts et métiers, l'ENSAM Meknes. Nous avons démarré notre carrière dans le premier bureau d'études automobile créé au Maroc par Valeo. Ensuite, nous avons évolué chez le groupe Safran, ou toujours dans l'ingénierie, dans une société qui s'appelait à l'époque Tecos, qui s'appelle aujourd'hui Safran Engineering Services. Aujourd'hui, Enjima est une PME marocaine. On a diversifié notre offre de services autour des métiers de la 3D, donc ingénierie, rétro-ingénierie, métrologie 3D et impression 3D. Et de cette expérience, ce que je voulais partager, c'est que pour moi, si Enjima a vu le jour et si nous avons réussi jusque-là, c'est grâce à 4 facteurs clés. Tout d'abord, le développement industriel et économique au Maroc. Nous, en tant qu'ingénieurs, nous avons eu cette chance de travailler chez le groupe Safran parce que le secteur aéronautique a été développé au Maroc. Et puis, Enjima, on a développé l'activité aéronautique dès les premiers 6 mois parce que justement, c'est un métier qui nous tient particulièrement à cœur et parce qu'on a une expertise là-dedans. Et si nous avons réussi à avoir des clients qui nous ont fait confiance à une petite structure 100% marocaine, c'est aussi parce que le Maroc a attiré des sociétés internationales qui sont venues s'implanter au Maroc. Donc pour moi, ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est clairement la formation. Nous, 4 fondateurs, nous avons fait l'école marocaine et nous avons fait une école d'ingénieurs d'État, donc une école publique. Et c'est aussi grâce à cette formation que nous avons pu faire cette aventure. Et aujourd'hui même, nous continuons à recruter des techniciens et des ingénieurs qui sont formés dans les écoles marocaines. Et grâce à leur capacité d'apprentissage et d'adaptabilité et d'adaptation, nous avons réussi à lancer de nouveaux métiers à très haute valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment grâce à la formation. Le troisième facteur, c'est le contexte entrepreneurial. Ce que je voudrais dire, c'est que si nous avons réussi à se lancer dans l'entrepreneuriat sans forcément avoir d'assises financières, on a eu juste notre expertise et notre métier et le sérieux. Et avec ces 2 composantes, tout le monde peut le faire. Et du coup, les jeunes ingénieurs, ils peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir forcément de privilèges particuliers. C'est ce que je voudrais passer comme message. Et puis le 4e point, qui n'est pas des moindres, c'est le développement de l'ingénierie au Maroc. J'avais trouvé que c'était du génie. C'était ingénieux que l'ingénierie soit rajoutée aux écosystèmes de l'aéronautique, parce que c'était la meilleure façon de développer l'ingénierie. Non seulement ça permet d'augmenter le taux d'intégration dans le secteur, mais aussi ça permet de l'ancrer au Maroc. Parce que vous savez, si un secteur qui arrive dans un pays où il n'y a pas forcément de la technologie, de la haute valeur ajoutée et de l'ingénierie, ce secteur peut facilement partir ailleurs quand les coûts l'emportent. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Maroc grâce à l'ingénierie. Maintenant, si on voudrait que des sociétés comme Enjima puissent passer à une centaine et à des milliers de personnes, si on voudrait que des sociétés comme Enjima puissent s'internationaliser pour ouvrir des antennes dans les pays où se trouvent les plus grands donneurs d'ordre, on a besoin de développer davantage cet axe de l'ingénieur. Et on l'a prouvé, on arrive à avoir les capacités, les certifications, la qualité de la prestation et le fait de développer plus l'ingénierie
ça donnera l'occasion à d'autres jeunes de se lancer et de participer aussi à l'impact au Maroc. Et ainsi, la boucle sera bouclée notamment sur cet aspect de formation, et on comprend à travers votre témoignage, puisque vous venez de ces écoles marocaines et vous recrutez également des compétences issues de ces centres de formation et différents établissements marocains. Merci beaucoup, Houda Farah, directrice associée d'Enjima. Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont le secteur aéronautique a réagi pendant la période de crise liée au coronavirus. Une réaction du secteur dans un contexte du Covid-19 avec beaucoup de défis à relever, mais également des opportunités à saisir. On se retrouve tout de suite. Nous avons été rejoints par Monsieur Badar Jaafar. Bienvenue, vous êtes directeur général de SERMP au sein du groupe LPF, et également à vos côtés Saïd Benhajou, directeur général d'Aviarail et vice-président du cluster AMC en charge de l'innovation et projets collaboratifs. Avant de vous écouter, messieurs, la parole à Monsieur Karim Chir, président du GIMAS. Alors, la mobilisation des industriels de l'aéronautique, elle s'est faite également pour protéger les collaborateurs, les compétences et continuer à répondre aux besoins en équipement. Quel a été votre plan d'action ? Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la pandémie, nous avions une pression sur la hausse des cadences de nos clients. Et à l'arrivée de la pandémie, nous avons continué à travailler. Et le mot d'ordre, c'était la santé avant tout, mais la production malgré tout. Donc nous avons mis dans nos usines des plans de continuité des activités avec les protections qui vont bien, les masques, les gels hydroalcooliques, la distanciation entre les postes de travail. Donc ça a nécessité 1 à 2 jours d'organisation, mais nous avons continué à travailler. Par la suite, notre participation à la gestion de cette pandémie a été, il y a des exemples, je peux en citer plusieurs. Nous avons Monsieur Raouf Moustahsen qui nous a par exemple confectionné et il a produit des dispositifs de désinfection des chaussures, parce que nos protections, c'était mesure de température grâce à des thermomètres infrarouges qui ont été fabriqués au Maroc, désinfection des chaussures, le gel hydraulique et les masques. Mais au-delà de ça, nous nous sommes mobilisés au niveau de l'aéronautique pour participer, et c'est une action citoyenne, à la façon dont on gère cette pandémie. Il y a eu le projet des respirateurs artificiels. On va revenir dans un instant, absolument. Et il y a eu, si vous voulez, la continuité de nos activités pour l'aéronautique parce qu'il fallait, on avait du stock à faire, donc on avait continué à produire, et en même temps on a participé à la gestion de cette pandémie. Et les mesures qui ont été mises en place, nous avons, alhamdoulilah, déploré très peu de cas de contamination. Le ministère effectivement de l'Industrie qui a été mobilisé pendant toute cette période et qui continue à l'être. On va écouter à ce propos Ali Sdekri, rebonjour, vous êtes directeur général de l'Industrie, je le rappelle. Là aussi, le ministère a joué un rôle essentiel et il s'est retrouvé sur quasiment 2 fronts à gérer en parallèle. Non, les instructions de Sa Majesté le Roi étaient très claires. C'était mobiliser l'ensemble des forces vives de la nation pour lutter contre la pandémie. Alors on se souvient, il y a eu au tout démarrage de la crise le lancement par le MIT d'un petit ventilateur qui permettait d'éviter les pénuries, et donc ce lancement s'est fait en open source. Et bien le premier travail a été de mobiliser l'INPT qui a réussi à fabriquer ce petit ventilateur en près d'une semaine, 10 jours. Donc on était en mesure de savoir que techniquement, la faisabilité de ce petit appareil qui permettrait de lutter contre la pandémie était faisable dans des délais compressibles par notre capital humain marocain. Nous avons été plus loin. L'ambition était de réussir à créer un respirateur lourd qui réponde aux meilleurs standards internationaux, et ce, en le faisant uniquement sur la base de produits qui étaient sourçables immédiatement au Maroc pour éviter toute pénurie. Donc, comme ça a été rappelé dans les différentes interventions, on a été se tourner vers là où le capital humain était le plus performant dans l'industrie aéronautique, qui est habituée à gérer des standards de qualité extrêmement poussés, qui vont même au-delà des standards de qualité du secteur de l'industrie médicale. Donc le travail a été fait, piloté par le ministère de l'Industrie,
nous avons réuni autour du professeur Faroudi, qui est un médecin urgentiste spécialiste en réanimation et un des experts en SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Nous avons travaillé avec SERMP, qu'on va entendre dans un moment, avec Aviarail, sur la production, dans un délai record, de 500 respirateurs pour pallier une pénurie éventuelle de respirateurs lourds de réanimation. Et cette industrialisation s'est faite dans un temps, comme on l'a dit, extrêmement court, pour réussir à produire dans les meilleurs standards qualité mondiaux. Donc ça a été une première expérience qui a été réussie, puisque aujourd'hui ce respirateur répond à ces standards de qualité médicaux. On a des entreprises qui sont certifiées avec des ISO 13485, qui sont des ISO qu'on demande dans le cadre de la production industrielle médicale. Et on a un appareil qui est résilient, qui démontre, qui illustre une fois de plus la performance de notre capital humain. Il y a eu un deuxième enjeu qui était un enjeu majeur. On a tous le souvenir de la pénurie de masques. Eh bien, rapidement, le Maroc a pu produire des masques qui étaient des masques effectivement de dépannage, mais nous étions en mesure de détourner les appareils de fabrication pour produire ces masques-là. Il y a eu un deuxième temps. On s'est mis à fabriquer des masques de grande qualité. Mais pour ce faire, nous avons eu besoin d'aller importer ces machines de Chine. Donc ça a été opéré par le ministère de l'Industrie en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères pour les ramener ces machines de Chine. Eh bien, à nouveau, ces machines ont été en pénurie. Donc il y a eu un troisième temps, et c'est là encore que l'on souligne la qualité de ce capital humain marocain, parce qu'on a fabriqué ces machines à fabriquer des masques. Et donc là, c'est un pied dans la fabrication de machines-outils. Il faut que les gens s'en rendent compte. C'est extraordinaire ce qu'ont fait ces ingénieurs marocains et ces capacités, ces compétences et ce capital humain marocain, puisqu'on a fabriqué, partant de zéro, une machine entièrement fabriquée localement avec nos compétences marocaines, de l'aéronautique pour une partie de cette machine à fabriquer des masques, et également de l'automobile. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte du nombre de pièces et de composants qui structurent des machines-outils de cette qualité-là. Eh bien, nous étions en mesure de le faire, et ça démontre encore, une fois de plus, les compétences de notre capital humain et de nos ingénieurs de ces secteurs de pointe. On va effectivement s'intéresser à ces deux exemples que vous venez d'évoquer, Ali Sdekri, en compagnie d'abord de Badr Jafar. Je rappelle que vous êtes directeur général de SERMP. Vous fabriquez des composants technologiques pour l'aéronautique. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé du jour au lendemain quasiment à produire des respirateurs, ces respirateurs que l'on vient d'évoquer? Merci. Tout d'abord, SERMP, comme vous avez dit, c'est une entreprise qui fabrique des pièces principalement pour le moteur, pour les systèmes d'atterrissage et les nacelles pour Safran, pour Collins et pour d'autres grands donneurs dans l'aéronautique. Donc, c'est une usine qui est dotée d'un moyen technologique de dernière génération. Donc, avec la crise Covid, donc on se retrouve dans une situation où on a commencé à s'intéresser à ce qui se passe à l'étranger. Donc, on voit qu'il y avait pas mal de pénuries sur des produits de première nécessité, les masques, les gels hydroalcooliques et notamment les machines de respiration, les machines de ventilation. Donc on a pensé à travailler avec tous les acteurs du secteur aéronautique et automobile à créer un respirateur pour essayer de lutter contre la pandémie et participer dans cet effort national pour un petit peu aider. Donc tout ça démarre d'une petite idée qui a été impulsée par le ministère de l'Industrie. Donc on a créé un collectif autour de cette idée avec Aviarail, Saïd Ben Hajou, avec Raouf Moustahsine Foua, avec Crouzet, avec OB Électronique, avec Tronico à Tanger. Donc il y avait vraiment, on a senti que tout le monde était mobilisé autour de cette cause. Et ce qui est intéressant, c'est que on se découvre et on découvre les compétences et les forces qu'on a à l'intérieur de notre écosystème. Donc, on était chacun focalisé sur la production de ses propres pièces et là, on était autour d'un produit qui est le nôtre et qu'on était en train de développer tous ensemble. Et donc ça, c'était très très riche, très très intéressant comme expérience. Et le plus intéressant, c'est qu'on a vraiment allé
plus loin et au-delà de ce qui a été demandé comme une première réalisation. Donc c'était vraiment un respirateur mécanisé autour d'un ballon et on passe vers une machine qui est lourde avec beaucoup d'électronique intégrée, avec beaucoup d'éléments derrière. Donc c'était très très riche et ça nous a permis, ça, je pense qu'on est en plein dedans parce qu'aujourd'hui on bascule d'une machine je parle du cas de SRMP, d'une usine qui fabrique que des pièces avions 100%, à une usine maintenant qui est certifiée médicale et qui fabrique même des pièces pour le médical. Donc, c'est ce qui s'appelle sortir de sa zone de confort. Alors avec votre voisin Saïd Ben Hajjou, je rappelle, vous êtes directeur général d'Avia Rail, vous avez aussi contribué à la réalisation de ces respirateurs, certes, et de machines-outils. 100%, ça a été évoqué par Alice Dekri. Machine-outils 100% marocaine pour la fabrication de masques. Avec le recul, quel enseignement vous tirez de cette expérience? Je dirais que moi, je ne suis pas surpris, vraiment, parce que j'exerce dans l'innovation depuis que je suis rentré au Maroc, ça fait maintenant 10 ans, et vraiment, c'était mon cheval de bataille, c'est toujours mon cheval de bataille, et j'en suis encore plus convaincu maintenant. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Covid, et à travers les respirateurs, les machines à masques ou les lits médicalisés, ça n'a été qu'un grand révélateur de toutes les compétences que nous avons au Maroc aujourd'hui. Et ce type de réussite ne doivent plus être, à mon sens, un exploit. Mais c'est une normalité, parce qu'il s'en passe beaucoup dans les universités, chez les TPE, dans des startups, des innovations immenses, au moins aussi grosses que celles du respirateur. D'ailleurs, on peut le voir parce que ça s'exporte même à l'international. Aujourd'hui, chaque année, avec l'impulsion du ministère de l'Industrie, nous emmenons 10 startups avec le cluster aerospace, le Moroccan Aerospace Cluster. Nous emmenons 10 startups chaque année au CES. CES, qui est le Consumer Electronics Show, qui est la plus grande messe du secteur électronique mondial. Donc voilà, donc vraiment pour moi, je pense que ça a été qu'un grand révélateur et qu'aujourd'hui, il va falloir bâtir là-dessus, sachant que nous sortions en plus d'un secteur comme l'aéronautique, qui est un secteur de pointe globale, pour lequel toutes les contraintes sont réunies, que ce soit des contraintes de température, des contraintes d'environnement, d'altitude ou autres, et qu'aujourd'hui, quand on sait faire ça au Maroc, je pense qu'on peut faire encore beaucoup de choses bien plus performantes que ce qui a été fait sur le respirateur. Et pour finir, aujourd'hui, il faut que cette action ne soit pas vaine ou juste un coup pendant une période bien particulière. Nous avons créé sous l'impulsion du ministère de l'Industrie, et je les en remercie, le cluster MMI. Donc c'est le cluster marocain de l'industrie du médical qui regroupe l'ensemble de ces acteurs qui ont participé pendant cette phase Covid à la réalisation de ces produits. Et l'ensemble de ces produits-là, d'autres produits ont déjà été faits, plusieurs brevets ont été déposés, et aujourd'hui, on va continuer à faire collaborer universités, entreprises, centres techniques, labos de recherche autour du MMI pour continuer autour de l'industrie du médical, et pourquoi pas, dans 10 ans, revenir ici avec de grandes réussites autour du médical. Avant d'écouter Monsieur le Ministre, là, tout de suite, une petite question comme ça qui me vient et qui appelle une réponse très rapide. C'était quoi le but? C'était de continuer à faire du business dans un contexte de crise? Ces nouvelles machines que vous avez créées? Pas du tout. Pour SRMP, c'était pas ça le challenge. Et c'était quoi le but alors? C'est quoi? C'est un engagement citoyen? Les industriels peuvent faire preuve d'engagement citoyen. C'est pour dire qu'au Maroc, on peut produire, et on a produit des respirateurs au cas où il y avait un besoin ou une pénurie, au moins qu'on était capable de le faire. Donc c'était notre motivation. Je pense que Badr a tout dit, c'était purement un axe citoyen, puis encore une fois sous l'impulsion du ministère de l'Industrie. On ne pouvait pas rester les bras croisés, sachant toutes les compétences que nous avions et les capacités que nous avions de disponibles au Maroc. Moulafel Alami, quand on entend ces témoignages et ces réalisations, finalement on se dit quoi? On se dit c'est impossible jusqu'à ce qu'on le fasse finalement. Écoutez, quand j'entends ça et quand je vois ces ingénieurs marocains, je suis sans voix, donc je reprends mes esprits et j'essaie de vous répondre. J'ai vécu cette période intensément avec beaucoup de responsabilités. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, nous a donné
des directives extrêmement claires et nous avions, pour être tout à fait honnête, nous avions la peur au ventre. On ne savait pas où allait nous mener cette pandémie. Nous avons essayé de nous organiser pour répondre au niveau des masques. Et souvenez-vous de cette histoire. Nous sommes partis de rien, absolument rien, pour dépasser les 20 millions de masques fabriqués aujourd'hui au Maroc. Nous avons plusieurs usines équipées, comme c'est-à-dire qu'elle a dit, avec des équipements marocains faits par des ingénieurs marocains de bout en bout, qui sont à l'arrêt tellement nous avons produit de masques. Nous avons travaillé avec, comme ça a été dit, en open source, ce ventilateur fait par MIT, qui était une révélation dans le temps. Eh bien, l'INPT l'a réalisé, l'Institut de Télécom, l'a réalisé en quelques jours, et on s'est dit, et pourquoi ne pas aller plus loin? Nous avons, et je voudrais en attester, c'est quand même quelque chose de très important. Et je crois que pour nous, Marocains, nous devons prendre conscience de notre richesse nationale, parce que il nous arrive, fort heureusement pas toujours, de négliger ou de minimiser ce que nous avons comme capital immatériel, comme Sa Majesté se plaît à le dire. Lorsque nous avons eu cette pandémie, nous nous sommes adressés au secteur aéronautique en nous disant, eh bien, écoutez, est-ce qu'on peut faire mieux? Et je voudrais attester de cela, c'est quand même important. Ces ingénieurs se sont engagés à nos côtés avec le ministère de la Santé, qui a choisi le professeur en réanimation et toute une équipe médicale pour pouvoir valider tout cela. Et ils ont travaillé nuit et jour, sans relâche. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Tous les Marocains se sont retroussés les manches dans cette période. Mais je voudrais aujourd'hui faire un petit focus sur ce qui a été fait au niveau de l'aéronautique. C'est la journée de l'aéronautique, donc permettez-moi d'en profiter. Ils l'ont fait pour répondre à l'appel de Sa Majesté. Ils ne l'ont pas fait pour des objectifs financiers, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous dévoiler un secret aujourd'hui. Ils ont investi plus de 8 millions de dirhams dans cette opération pour rehausser le drapeau marocain. J'ai proposé de prendre en charge les 8 millions de dirhams parce que nous avons tardé à certifier ce respirateur. Et ils ont refusé. Si c'était une opération mercantile, auraient-ils refusé de récupérer l'investissement qu'ils ont fait? Donc je souhaite et j'insiste que l'on reconnaisse aux Marocains, lorsqu'ils ont une fibre nationaliste, qu'on arrête d'imaginer que tout est argent, que tout est intérêt. Nous avons dans ce pays des Marocains de grande qualité, dans tous les secteurs. Hein, profitez-moi de sortir un peu de l'aéronautique. Et je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour ces gens-là. Je n'accepterai pas que dans des moments où nous avons eu cette difficulté, où j'ai personnellement engagé des gens derrière le ministère pour investir, que l'on puisse travestir tout ça et imaginer que c'est du business. Nous avons fait des masques parce qu'il y a de l'argent, nous avons fait des respirateurs parce qu'il y a de l'argent. Eh bien non. Le Marocain n'est pas comme ça. Le Marocain, quand il y a une pandémie, quand il y a un appel de Sa Majesté, nous nous mettons tous, comme une seule femme ou un seul homme, derrière lui, en nous retroussant les manches. Ces gens-là ont fait un travail remarquable et je leur en suis personnellement redevable. Et quand ils ont décidé de ne pas être remboursés pour leurs frais et de continuer à se battre, de certifier, d'attendre patiemment que nos services publics s'occupent de la certification et de continuer à se battre à l'international pour certifier ce respirateur, je serai à leur côté jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je ne lâcherai rien pour ces gens-là. Et je veux qu'on les applaudisse. Voilà qui est dit. Et en tout cas, avec un tel état d'esprit, forcément, l'industrie aéronautique reste un secteur d'avenir et elle pourra continuer à capitaliser sur les investissements humains et matériels réalisés au cours de ces 2 dernières années. Pour les industriels, en tout cas, le secteur va rebondir. Écoutez à ce propos le DG de Space Aero, en l'occurrence Christophe Delquet. Et on revient juste après. Nous sommes convaincus que le trafic aérien va rebondir, soutenu par, je dirais, par un retour
une ouverture des frontières et un retour des voyages, mais dans des modalités sûrement différentes et dans des volumes différents. Et nous avons identifié plusieurs enjeux nouveaux. Alors certains sont nouveaux, d'autres sont à exister, il faut qu'on les renforce pour, je dirais, s'adapter à ce rebond. À court terme, il y a un enjeu fort qui est l'adaptation et la réorganisation de la filière et de la supply chain pour s'adapter aux évolutions de charges à la baisse, mais tout en assurant le maintien des compétences clés et la garantie de la qualité et de la sécurité. Et ça, c'est important. Il va y avoir des réorganisations, il va y avoir des restructurations, des adaptations dans l'outil productif. Il faut que l'on maintienne les compétences clés pour garantir cette qualité, cette sécurité. La transformation digitale qui avait déjà été engagée, mais qu'il faut accélérer, parce que cette transformation digitale devra nous permettre d'être encore plus performants pour affronter ce rebond, mais surtout d'être plus agiles et réduire nos cycles. À plus long terme, les enjeux auxquels la supply chain aéronautique doit faire face, la performance environnementale de la filière est très, très importante. Il faudra que la supply chain soit exemplaire sur cet enjeu-là, comme elle l'a été, comme elle l'est sur l'organisation industrielle, le lean. Elle doit embarquer les meilleurs standards en termes de performance environnementale, je pense à l'ISO 14001, mais par le prisme de la performance et de la compétitivité. L'autre enjeu à plus long terme, on va avoir la résilience et la souveraineté. Comment avoir une supply chain qui résiste mieux à des crises, puisque la crise qu'on connaît est sans précédent, mais l'aéronautique en a connu d'autres. Donc les schémas industriels et les stratégies d'achat vont devoir sécuriser leurs sources de production et d'approvisionnement. On parlera plus de colocalisation, bien entendu, et c'est un sujet, je pense qu'au Maroc, vous regardez de près, on parlera plus de colocalisation compétitive, excusez-moi, que de relocalisation. Et là-dessus, je suis assez confiant pour que l'écosystème marocain puisse être un acteur fort sur ce sujet-là. Le modèle de l'écosystème Maroc de coproduction compétitive va subir les mêmes problématiques, et les subit déjà, et devra répondre aux mêmes enjeux que je viens de dénoncer. Le Maroc a démontré depuis ces 15 dernières années qu'il a pu forger les talents et la performance qui ont été à très bon niveau et qui, sans aucun doute, permettront à cet écosystème de relever ces challenges futurs et d'être en bonne position pour ce rebond et accompagner ce rebond de l'industrie aéronautique. Alors, si je comprends bien, Monsieur le Ministre, au-delà des turbulences circonstancielles que l'on a traversées pendant cette année 2020, qui se sont un petit peu répercutées sur le début 2021 et qui sont en train de s'atténuer, dans un secteur comme le secteur de l'aéronautique, il faut regarder vers l'avenir, vers le futur, sur du moyen et long terme. C'est ça, en fait, le défi. Vous avez tout à fait raison. Il faut partir du présent. Rappelons, je crois que c'était intéressant de voir l'état des lieux et le parcours de 20 années de travail acharné. Ça a donné des résultats que nous avons vus ensemble. Il faut savoir que depuis 2016, le Maroc est passé premier dans le secteur aéronautique devant l'Afrique du Sud sur le continent africain. Ce sont des points que nous passons souvent sous silence, mais il est important, une fois de temps en temps, de faire le point et de savoir où nous en sommes. Le Maroc, aujourd'hui, est leader au niveau du secteur aéronautique sur son continent. En effet, la pandémie a eu un impact, comme on le disait, important. 80% du trafic aérien a été à l'arrêt. Le démarrage est encore balbutiant, avec beaucoup de points d'interrogation. Néanmoins, nous constatons que les grands donneurs d'ordre se reposent des questions fondamentales. Ils sont en train de se refaire une santé, de maigrir quand il faut maigrir, de faire un peu plus de sport quand c'est nécessaire, de façon à être prêt pour l'après-pandémie. Le Maroc, pour sa part, comme nous avons pu le voir dans les chiffres, n'a pas été impacté fortement comme le reste du monde. Eh bien, aujourd'hui, lorsqu'on entend ce qui se passe au niveau de l'ingénierie, lorsque des grands opérateurs internationaux nous interpellent pour dire nous sommes très surpris par l'état d'évolution du Maroc, nous sommes
extrêmement admiratifs de la qualité de vos ressources humaines, de leur formation et de leur capacité de délivrer. Nous sommes surpris, parfois, des délais qui, de temps en temps, sont changeants chez nous, mais votre capacité d'adaptation est importante. Eh bien, ceci nous laisse présager d'un avenir prometteur. J'ai quelques informations que je me permettrai de taire, mais quelques personnes dans la salle sont au courant déjà. De grands donneurs d'ordre, de très grands donneurs d'ordre, ont pris des décisions stratégiques, et je rassure ceux qui sont dans la salle, qui sont au courant, je ne dirai rien, ne vous inquiétez pas, donc pas de palpitations cardiaques. Il y a des grandes décisions qui ont été prises pendant la pandémie, et nous attendons, dans quelques mois, des annonces stratégiques importantes. Ceci est le fruit d'un travail qui a été fait, de la confiance dans la destination au Maroc et de la réalisation du track record pour des réalisations concrètes. Tout ce qui a été promis dans le secteur aéronautique a été délivré. Lorsque vous avez un mid-park qui est du niveau international le plus élevé, lorsque des gens viennent s'implanter et qu'en quelques jours ils sont opérationnels, c'est rare dans le monde où vous avez des points de cette qualité-là, lorsque la logistique marocaine est assurée, lorsque la formation et les ressources humaines sont disponibles, lorsque l'ingénierie, qui devient de plus en plus rare dans le monde, vous l'avez au Maroc, et que ces ingénieurs travaillent, participent à fabriquer des réacteurs d'avion, des pièces chaudes de ces réacteurs d'avion, et que les gens qui reçoivent ces produits-là sont admiratifs en disant « vous êtes rentrés dans la cour des grands dans ce domaine-là », eh bien, je suis désolé, mais je ne peux que me réjouir de constater cela. Pour notre pays, nous avons gagné une partie de la bataille. Maintenant, la bataille est longue. C'est un secteur au souffle long. Il faut investir aujourd'hui pour récolter dans 5, 10 ans, 15 ans. Et c'est comme ça. Et ça donne des résultats. Les investissements qui ont été faits au Maroc ont donné des résultats aujourd'hui. Les écosystèmes sont en train de donner des résultats. La signature avec Boeing de fabriquer et d'acheter du Maroc 1 milliard de dollars de pièces aéronautiques par an, c'est important, ça a créé un écosystème autour. Nous avons des sous-traitants qui n'ont jamais été référencés chez Boeing dans le monde. Ils l'ont été au Maroc. Et c'est à partir de cet écosystème qu'ils commencent à avoir une relation, internationaux, avec le géant Boeing. Nous avons des choses qui, au Maroc, sont aujourd'hui intéressantes. Ça ne veut pas dire que nous avons fini le travail. Le travail ne sera jamais fini. Une fois qu'on aura tourné une page, eh bien, il faudra en écrire une nouvelle. Et dans le secteur aéronautique, nous avons de superbes pages à écrire pour les années à venir. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce message ô combien optimiste. Et je vous propose de continuer à parler d'avenir, de futur, et d'écouter cet acteur important de l'écosystème composite pour qui le salut de l'industrie aéronautique viendra de sa diversification et de son haut degré d'intégration. Écoutez Thierry Merlot, il est président aéronautique et industrie Europe, Asie, Pacifique, Moyen-Orient et Afrique chez Excel. Excel Corporation est le leader mondial des matériaux composites haute performance, principalement à destination du marché aéronautique. Les avions les plus modernes, comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350, utilisent plus de 50% de matériaux composites dans leur structure. Ces matériaux, par leur légèreté et leur résistance, permettent de réduire la masse des avions. Les composites induisent donc une économie significative de carburant, avec une réduction importante des émissions de CO2 et contribuent à l'amélioration du climat et donc de notre planète. Excel a investi plus de 20 millions de dollars au cœur de l'écosystème aéronautique marocain, au sein de Midpark, à Casablanca, dans la construction d'une usine de 20 000 m² pour la fabrication de pièces usinées à base de nid d'abeilles, comme par exemple cette pièce derrière moi. Avec 120 salariés, motivés, de haute qualification, autant pour le management que les ingénieurs, ainsi que pour les opérateurs qui ont été formés à l'Institut des métiers de l'aéronautique Lima, Excel a aujourd'hui un site de fabrication compétitif afin de répondre aux demandes très exigeantes de nos clients. Le soutien de l'État marocain, dans le cadre du plan d'accélération industrielle, la qualité et la formation de la main-d'œuvre marocaine, l'écosystème aéronautique au Maroc avec la présence de nos clients principaux ont été des facteurs très importants de la réussite de notre implantation.
Une implantation très réussie qui, malgré le Covid-19 qui impacte notre industrie aéronautique, nous conduit à préparer, dès à présent, un projet d'extension de notre usine, projet de doublement de cette usine, avec à la clé un investissement de l'ordre de 240 millions de dirhams et plus de 200 nouveaux emplois. À très bientôt donc à Casablanca pour le lancement de ce projet. Inch'Allah. Inch'Allah, effectivement, on va continuer à explorer l'avenir de l'aéronautique marocain à travers ces différentes perspectives et notamment les défis et les enjeux auxquels il va être confronté, que ce soit celui de la recherche, de la décarbonation, de la diversification, du soutien au développement de l'entrepreneuriat marocain et bien sûr, encore et toujours, l'éducation et la formation. On se retrouve tout de suite. Je vais me tourner vers vous, Karim Cheikh. Je rappelle que vous êtes président du GIMAS. En un mot, comment est-ce que vous voyez ces perspectives d'avenir du secteur aéronautique? Alors, en matière de perspectives, nos perspectives sont communes avec notre ministère de l'Industrie et elles sont nombreuses. Je tiens juste à signaler que pour la première fois dans l'histoire de l'aéronautique, on observe deux phénomènes concomitants. La crise, donc qui a frappé le trafic aérien et par effet domino toute la chaîne industrielle, et puis une volonté forte d'un développement de technologies de rupture. Alors je vais vous donner juste les thématiques majeures. On parle de décarbonation, on parle de l'industrie 4.0 avec les séquences hybrides technologiques, on parle de la digitalisation et de la recherche appliquée et développement. La course technologique dans l'aéronautique, elle est interminable. Donc nos perspectives au niveau de notre écosystème, parce qu'on souhaite ardemment conserver notre place dans cet échiquier mondial de l'aéronautique, c'est d'être... Il y a des chantiers ces chantiers que je viens de citer sont obligatoires. Ce n'est pas un luxe. On se doit de le faire parce qu'on est dans une chaîne mondialisée. Si on va garder nos parts de marché, il faut qu'on y soit. Mais comme la course jeudi elle est interminable, nous choisissons nos combats. Donc nos combats, parce qu'on ne peut pas courir toutes les innovations et toutes les technologies en même temps, donc on a fait une hiérarchisation. Je vais vous les citer rapidement. Le premier c'est le composite. On a eu le témoignage d'Excel, numéro 1 mondial. Nous avons des équipements, des nacelles, des inverseurs de poussée qui sont faits en composite chez Safran. Nous avons des équipements de l'aérostructure chez Stelia. Nous avons des équipements chez Daher et j'en oublie certainement. Le deuxième axe de développement, c'est la propulsion. On parle d'avion vert, et qui dit avion vert dit déclenchement de la machine pour la recherche et développement, de l'ingénierie, de l'industrialisation et de la production verte. Je reviens à la propulsion. Nous avons fait une percée importante dans les pièces de moteur. Ce sont en fait les écosystèmes qui ont été lancés. Il y en a un, c'est les composites, l'autre, c'est les pièces de moteur. Nous avons des investissements. On a inauguré il n'y a pas très longtemps une usine du piston français qui est dédié à des pièces de moteur. Juste pour rappel, le moteur, c'est un organe clé de l'avion. Il représente entre 25 et 30% du prix d'un avion. Il y a des avions où il y a 20 000 pièces. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, nous faisons des parties chaudes, très compliquées. Nous faisons aussi de la boucle froide de ces moteurs. Donc nous avons à développer nos technologies pour se préparer à la propulsion hybride. Et on parle même de propulsion à l'hydrogène. Le troisième point, et je pense que mon ami Si Adil Jalali va en parler, la maintenance et réparation d'avions. C'est un métier historique à travers la Royal Air Maroc. Aujourd'hui, la Royal Air Maroc elle a 3 JV pour la maintenance des moteurs avec Safran, pour la peinture avec le groupe Satis, et puis avec Air France Industrie pour la partie maintenance des avions. Et nous avons une position géostratégique importante pour avoir le marché, la flotte africaine et également la flotte européenne. Quatrième point, l'ingénierie.
on en a parlé suffisamment. Ça a été évoqué, effectivement. C'est clé. Il faudrait qu'on soit bipé par le monde pour ces activités de l'ingénierie parce qu'on a des ressources qui sont de grande qualité. Je terminerai pour de la décarbonation, j'en ai parlé. On se doit de le faire pour décarboner nos industries. Et puis la digitalisation de nos procédés industriels. Et quand on voit ce qu'on a fait pendant la pandémie en matière de digitalisation, mais on a fait un saut énorme de ce qui a été fait. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons encore de très très belles choses à faire. Effectivement, capitaliser sur ce qui a été fait dans le contexte de crise pour continuer à avancer, peut-être pas au même rythme, mais au moins continuer à aller de l'avant. Et la transition est toute faite. Je vais présenter nos deux invités, deux personnes qui nous ont rejoints, en l'occurrence Monsieur Adil Jelali. Bienvenue, vous êtes vice-président ingénierie et maintenance à la Royal Air Maroc, et Hicham El Habti, président de l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique de Bengrir. Et je vous donne la parole, c'est Adil Jelali. L'avenir de l'aéronautique au Maroc y passe, en tout cas pour la Royal Air Maroc, par le fait d'explorer le potentiel qui existe dans l'écosystème que vous appelez MRO, c'est-à-dire entretien, réparation et révision. Effectivement, le système MRO, Maintenance Repair Overhaul, maintenance aéronautique, a vu le jour avec la Royal Air Maroc, donc en assurant la maintenance de ces avions et les équipements d'avions. Vers la fin des années 90, avec la montée en puissance des opérateurs leaders dans l'industrie mondiale, on fait confiance à la RAM et ils ont créé, on fait confiance à la RAM et aux compétences marocaines et ont créé des filiales. C'est Karim a cité Safran, Air France Industrie et récemment Satis, leader dans la peinture avion. Ce secteur est très prometteur parce que c'est un secteur très réglementé et qui demande des compétences humaines de formation très poussée. Et c'est un secteur prometteur parce que c'est un secteur consommateur de main-d'œuvre et de compétences. Par rapport pour faire face aux besoins de l'industrie et en collaboration avec le ministère de l'Industrie, le plan d'accélération a permis l'insertion d'une dizaine de sociétés qui gravitent autour de cet écosystème, entre autres la réparation des cabines et sièges avions, désinfection industrielle, fumigation, métrologie et calcul non destructif. Tout ça, ça a permis de monter en compétences. Et moi, je dirais, comme a dit Monsieur le Ministre, le Covid, il y a un avant Covid et après Covid. Le Covid nous a permis d'élargir nos spectres de prospection dans ce secteur et de nouvelles opportunités se sont manifestées, entre autres le démantèlement d'avions, le stockage d'avions. Il faut dire que le Maroc, par sa position géostratégique, peut jouer un rôle très important dans ces activités qui sont importantes et à forte valeur ajoutée. Et s'ajoute à cela l'opportunité de créer un hub logistique de pièces aéronautiques. De par sa position, le Maroc peut générer une forte valeur ajoutée en termes d'échange de pièces aéronautiques qui peuvent découler de démantèlement ou du stockage d'avions. Merci beaucoup Adil Jelali. L'expertise, certes, les connaissances, les compétences, mais également la recherche. Et là, en l'occurrence, vous avez un rôle très important à jouer là-dessus. Hicham El Habti, président de l'UM6P. Vous venez d'ailleurs de signer, pas plus tard qu'hier, une convention en ce sens. Comment est-ce qu'une université comme la vôtre peut contribuer à l'émergence, à l'accélération et au développement de compétences dans un secteur aussi pointu que l'aéronautique ? Bonjour tout le monde. En fait, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, le mot-clé à chaque fois c'était le capital humain, les ressources humaines, la force de frappe qu'a le Maroc en termes d'ingénierie, en termes de compétences. Et pour accompagner et compléter ce paysage, l'Université Mohamed VI Polytechnique, en fait, qui a été inaugurée par Sa Majesté en janvier 2017, est venue pour compléter, comme je l'ai dit, ce paysage en apportant un écosystème de recherche de pointe. Donc, les besoins du secteur aéronautique sont multiples, on l'a vu, que ce soit au niveau de l'industrie 4.0,
donc avec tout ce qui va avec en termes de capteurs, en termes de ce qu'on appelle les jumeaux numériques, les twin digital. On a vu sur tout ce qui est sciences des matériaux, pour pouvoir alléger les avions, tout ce qui est aérodynamique et propulsion, tout ce qui est hydrogène vert. Et ça, c'est un secteur qui est clé pour le Maroc. Et le Maroc a toute sa place, en fait, pour y être. Et nous avons, en fait, au niveau de l'UM6P, lancé un centre autour de l'hydrogène. Et tout ça, en fait, génère beaucoup de data. Et pour pouvoir tirer le maximum de valeur de ces données-là, l'UM6P s'est doté et donc de plus grands data centers au Maroc avec le supercalculateur le plus puissant en Afrique qui permet de faire 3 millions de milliards d'opérations par seconde, et tout ça pour pouvoir accompagner toute cette génération de data et permettre à l'écosystème aéronautique d'aller encore plus loin dans cette recherche et développement. Merci beaucoup Hicham Rabté, président de l'UM6P. On comprend effectivement à travers ce que vous venez d'évoquer l'importance de la recherche dans ce domaine de pointe. L'avenir du secteur aéronautique passe aussi par le développement de créneaux à forte valeur ajoutée, comme l'expertise dans le domaine des systèmes de propulsion. C'est Thomas Corbel qui le dit, le CEO de LPF. On l'écoute et on se retrouve juste après pour le mot de fin. Avec LPF Casablanca, en complément de notre première usine SERMP, nous renforçons notre présence au Maroc et nous complétons notre offre sur les pièces moteurs. Au Maroc, on se spécialise sur des pièces de programme civil pour les motoristes anglo-saxons, comme Rolls et Pratt & Whitney, mais également aussi sur certaines productions pour Safran. En termes de développement, nous travaillons sur de l'intégration verticale, notamment l'intégration verticale de procédés de fin de gamme. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. Les pièces moteurs étant des pièces en métaux durs et à forte sollicitation, notamment en termes de haute température, on a besoin de protéger ces pièces une fois usinées. On parle donc de procédés comme le traitement thermique, la projection plasma, des dépôts HVOF. Donc nous ambitionnons d'internaliser ces procédés en France comme au Maroc. Et au Maroc, nous travaillons depuis 2 ans avec le ministère de l'Industrie et nos partenaires marocains, à la création d'une usine spécialisée dans ce genre de procédés. Donc l'objectif, c'est à terme bénéficier de ces procédés en interne, de gagner en autonomie, de réduire nos cycles et aussi d'améliorer le bilan carbone de nos productions, puisque ça nous évitera des allers-retours de pièces. Donc depuis 20 ans, au Maroc, nous réalisons des pièces aéronautiques pour les moteurs, mais pas uniquement, puisque nous avons également des clients comme le groupe Safran, toujours dans les équipements, le groupe UTC. Donc nous réalisons des pièces pour les équipements. Avec la création d'LPF Casablanca, nous faisons le choix de spécialiser une usine dans les pièces moteurs. Et la grande nouveauté, c'est d'avoir remporté des contrats avec Rolls, d'être en bonne voie de concrétiser certains marchés avec Pratt & Whitney, tout en conservant notre client historique qui est Safran. Donc depuis 20 ans, plusieurs productions aéronautiques dans différentes parties de l'avion. Dans les 20 prochaines années, on voit quand même une accélération dans la partie moteur avec cette nouvelle usine. Évidemment, on parle beaucoup aujourd'hui de nouvelles technologies qui devraient être mises en œuvre dans les moteurs, le moteur à hydrogène, des changements de matériaux dans les moteurs également, mais l'outil de production que nous constituons au Maroc nous permettra d'être prêts pour aborder ces nouveaux challenges techniques. Et je pense que nous serons bien armés pour répondre à toutes les opportunités qui se présenteront à nous dans les prochaines années. Monsieur le ministre, beaucoup de choses ont été dites et c'est à vous que revient la lourde responsabilité de clore et de conclure ce rendez-vous de l'industrie aéronautique, cette fête, comme vous l'appelez, de l'industrie aéronautique. De tous les témoignages qu'on a pu écouter depuis le début de cette rencontre, je pense qu'il y a un mot d'ordre qui en ressort, c'est celui du cap mis vers l'avenir et du cap mis vers la croissance. Est-ce que je me trompe ? Absolument pas. Vous savez, grâce au leadership de Sa Majesté le Roi, il faut être très clair.
Cette vision n'aurait pas eu lieu, cette réalisation n'aurait pas eu lieu sans l'appui de Sa Majesté. Il a été en permanence très supportif de ce secteur qui, dans le temps, personne ne donnait cher de sa peau. Personne ne croyait en la capacité de créer un secteur aéronautique dans un pays qui s'appelle le Maroc. On pensait tous, tout le monde imaginait, que c'était réservé à des grands et que eux devaient grandir davantage, mais que les gens qui ne sont pas dans ce banquet n'étaient pas invités et devaient rester à l'extérieur. Eh bien, grâce à sa vision et à sa persévérance, nous l'avons vu dans le secteur, par exemple, de l'énergie renouvelable. Là aussi, tout le monde imaginait que c'était réservé aux riches. Eh bien, sans cette énergie renouvelable, le Maroc serait dans des difficultés sans nom dans les prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de brancher du plug and play parce que nous avons cette capacité produite au Maroc que nous pouvons utiliser pour décarboner nos entreprises. C'est Karim Cheikh a parlé de la décarbonation. On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais désormais, et de plus en plus, le monde n'acceptera plus des pièces qui ne sont pas décarbonées. C'est bon pour l'automobile, c'est bon pour l'aéronautique, c'est bon partout. Donc, grâce à cette vision et à ce support sans relâche, à chaque fois que nous avons eu une difficulté, nous sommes adressés à Sa Majesté pour l'aplanir. Elle a été aplanie. Et nous avons en permanence pu avancer dans ce secteur. Nous avons entendu le piston français qui, pendant la pandémie, il y a quelques mois, a inauguré une nouvelle usine de toute dernière génération. Eh bien, c'est tout ça qui fait que nous avons envie de continuer, que tous les matins, quand nous mettons à travailler, opérateurs économiques, les gens au niveau de la formation qui est fondamentale, parce que nous avons vu la qualité de nos ingénieurs et comment ils sont recherchés à l'international. C'est une valeur ajoutée dont on ne mesure pas nécessairement totalement sa valeur. Aujourd'hui, des investissements se font au Maroc, exclusivement, certains, pour la qualité de nos ressources humaines, de nos ingénieurs. Donc ceci est fondamental. Cet écosystème qui a été mis en place au niveau aéronautique, et elle a à son sein un certain nombre d'écosystèmes, par exemple l'écosystème moteur, réacteur, celui des matériaux composites, tout cela est inimaginable sur un continent africain. Tout cela est aujourd'hui opérationnel. On ne peut pas revenir en arrière. Nous sommes partis très loin, beaucoup plus loin qu'on imaginait, et nos partenaires, nos donneurs d'ordre, ceux avec lesquels nous développons ces activités, eh bien, sont confiants en nous, parfois un peu plus que nous-mêmes. Nous découvrons que des décisions sont en train de se prendre dans le monde, favorisant la destination Maroc. Nous avons rencontré plusieurs personnes de celles qui ont parlé aujourd'hui, et je suis tenu par le secret. Je ne peux pas tout vous dévoiler, ça se fera avec le temps. Comme pour Spirit, on savait, on était dans l'information lorsque c'est sorti que Bombardier disparaissait du Maroc. Nous, on savait que les discussions étaient en phase finale avec Spirit. On ne pouvait pas le mettre sur la place publique. Donc aujourd'hui, j'ai de l'information de façon précise. Et je ne suis pas le seul dans cette salle à avoir ces informations que certains opérateurs privilégient le Maroc. Pour plusieurs raisons. Je l'ai dit, pour sa qualité. Les produits qui sortent en aéronautique ne souffrent pas d'à peu près. La qualité est le maître mot dans ce domaine. Et vous ne pouvez pas avoir de qualité si vous n'avez pas de la qualité de ressources humaines. Si vous n'avez pas de la qualité de vos ingénieurs et de vos techniciens supérieurs, il est impossible de produire de la qualité. L'autre élément, c'est de respecter les délais. Parce que c'est des gens qui travaillent en flux tendu et ils ne peuvent pas stocker des pièces d'avion pour des mois et des mois. Donc ils travaillent à la journée. Et vous devez être au rendez-vous, vous n'avez pas le droit de déraper. Évidemment, un des éléments essentiels est le coût. Parce qu'in fine, si vous êtes 3 fois plus cher que votre concurrent, même si vous avez les bons délais, vous ne passez pas. Et l'avion n'est plus compétitif. Donc c'est un élément essentiel. Et je reviens au point décarboné. Si tout cela vous le faites, et que votre produit n'est pas décarboné, eh bien vous n'y arrivez pas. Aujourd'hui, je peux m'avancer, j'ai l'habitude de le faire en prenant des risques, j'adore ça. Ce secteur est un des secteurs leaders de l'industrie marocaine. C'est un étendard important de notre industrie. Nous avons des secteurs productifs dans notre pays. Celui-ci est un, voire
l'étendard de l'industrie marocaine. Lorsque vous êtes capable d'avoir des ingénieurs marocains qui fabriquent des pièces de réacteurs, des pièces chaudes de réacteurs, lorsque vous dites ça, lorsque les gens savent ça, eh bien, vous n'avez plus aucune démonstration de compétence à faire pour la destination Maroc. Lorsque vous parlez d'un autre secteur et que vous dites à ces gens-là, dans l'automobile, dans l'électronique, vous savez, nous, on fait des pièces chaudes de réacteurs dans notre pays. Ils ne sont plus en mesure de vous dire, est-ce que vous êtes capable de répondre à mes besoins? Vos besoins sont automatiquement inférieurs en termes de complexité à ces besoins-là. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Et je voudrais conclure, si vous m'autorisez, en disant un grand bravo à tous les opérateurs qui, tous les jours, se retroussent les manches et travaillent dans ce secteur. Nous avons, au niveau de la RAM, avec Matisse, fait des choses extraordinaires à la naissance de ce secteur. Mais depuis cette naissance de Matisse, le Maroc ne s'est jamais arrêté. Il y a des pays qui bavardent, il y a des pays qui travaillent. Le Maroc travaille. Et ceux qui veulent nous jalouser, je leur donne une recette qui est très simple. Travaillez comme nous. Vous allez voir, vous allez pouvoir être dans la ligue où nous sommes rentrés. Bienvenue. Au lieu de nous jalouser, mettez votre énergie dans le travail et je vous souhaite de nous battre. Il n'y a pas de problème. Nous sommes de bons joueurs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, Monsieur Moulay Hafid Al-Alami, nous avoir accompagnés tout au long de ces rendez-vous de l'industrie aéronautique. Merci également à Karim Chir, qui a été en notre compagnie depuis le début. Merci, messieurs. Merci à tous ceux et celles qui sont venus témoigner, apporter leur contribution à ce rendez-vous, les opérateurs, les donneurs d'ordre, ceux qui étaient là présents sur ce plateau et également ceux qui ont témoigné à distance. Rendez-vous de l'industrie aéronautique qui s'est déroulé dans le respect, je le rappelle, des règles de prévention, distanciation physique et gestes barrières imposés par le contexte sanitaire actuel. Merci à vous qui nous suivez depuis le début pour votre attention. Monsieur le ministre l'a dit, d'autres bonnes nouvelles sont à venir, donc restez connectés et à très bientôt.